Faut-il battre un jeu de cartes pour qu'il soit vraiment aléatoire? Ou quelle quantité d'uranium il faut pour une bombe nucléaire? Comment un téléphone devine le mot suivant qu'on va taper? Et sur quoi Google se base pour classer les pages web? Hmm. Des questions qui semblent pas du tout liées à première vue. Exactement. Et pourtant, figurez-vous que les réponses, elles plongent leurs racines dans une querelle mathématique assez étonnante en Russie il y a plus d'un siècle. Oui, c'est une histoire assez fascinante, en effet. On va explorer aujourd'hui comment une idée mathématique, les chaînes de Markov, est née non pas d'une recherche d'application pratique, non, mais d'un conflit idéologique et scientifique assez intense entre deux mathématiciens russes. Des visions du monde radicalement opposées. Notre analyse, elle s'appuie sur la transcription d'une vidéo qui retrace cette histoire et ses répercussions incroyables. L'objectif, c'est de décortiquer un peu ce concept, de voir comment il tisse un fil un peu inattendu entre la physique nucléaire, la recherche web, l'intelligence artificielle. Et de comprendre pourquoi il reste si pertinent encore aujourd'hui. Alors, allons-y. Transportons-nous en Russie, 1905. Ouais, 1905. C'est une époque de très grande agitation politique là-bas. L'empire tsariste est contesté par les mouvements socialistes. Et cette division, elle est profonde. Elle traverse toute la société, y compris le monde apparemment feutré des mathématiciens. Et on a deux figures centrales dans cette histoire. D'un côté, Pavel Nekrasov, Ah, Nekrasov. fervent soutien du tsar, très religieux, et une sommité en probabilité, on le surnommait même le tsar de la probabilité. Carrément. Et pour lui, les maths, ça devait servir un but plus élevé, prouver le libre arbitre, voire la volonté divine. Et face à lui, on a Andrei Markov. Alors là, c'est tout le contraire. Socialiste convaincu, athée et surtout d'une rigueur mathématique intraitable. On l'appelait André le Furieux, c'est ça? C'est ça. Il était connu pour son tempérament critique. Et Markov, il ne supportait pas ce qu'il considérait comme les abus des mathématiques de Nekrasov. Surtout ses tentatives de mélanger les calculs avec des considérations religieuses ou philosophiques. Pour Markov, c'était n'importe quoi. Et le cœur de leur dispute, ça tournait autour d'une loi mathématique bien connue? La loi des grands nombres. Oui, la loi des grands nombres. En gros, elle dit que si on répète une expérience aléatoire, indépendante, très importante à indépendante, un très grand nombre de fois, comme lancer une pièce, eh bien la fréquence observée d'un résultat, disons pile, va se rapprocher de plus en plus de sa probabilité théorique, donc 50%. Le mot-clé, c'est indépendante. Chaque lancé n'influence pas le suivant. C'est ça. C'est ce qu'avait prouvé Jacob Bernoulli au XVIIIe siècle. Mais si les événements ne sont pas indépendants, imaginez des gens qui crient leur estimation du poids d'un objet et chacun influence un peu les suivants, alors la loi classique, elle ne s'applique plus forcément. Et c'est là que Nekrasov devient audacieux. Il observe que certaines statistiques sociales, comme les taux de mariage, de criminalité, ça semblait converger sur le long terme, un peu comme les pièces. Et son interprétation était spéciale. Oui, il disait, si ces statistiques convergent, c'est que les décisions individuelles derrière doivent être indépendantes les unes des autres. Et donc, pour lui, c'était une preuve mathématique du libre arbitre de chaque individu. Ce que Markov trouvait absurde. Complètement aberrant, oui. Lier l'indépendance stochastique, un concept mathématique précis, au libre arbitre, une notion philosophique, et ça lui paraissait une faute logique énorme. Et du coup, il s'est mis en tête de prouver le contraire. Il voulait montrer que la convergence statistique, ça pouvait très bien arriver, même quand les événements sont dépendants. S'il y arrivait, l'argument de Nekrasov sur le libre arbitre, paf, il tombait. Et pour sa démonstration, il a eu une idée pour le moins originale. Il s'est tourné vers la littérature. Oui, il a pris un classique russe, Eugène Onéguine d'Alexandre Pouchkine, et il a analysé une longue séquence de 20 000 lettres. Il a enlevé les espaces, la ponctuation, juste les lettres. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Bon, d'abord, un truc simple. Environ 43% de voyelles, 57% de consonnes. Ok. Mais ensuite, il est allé plus loin. Il a regardé les paires de lettres qui se suivent. Ah, d'accord. Et là, c'est intéressant. Si les lettres étaient indépendantes, la probabilité d'avoir voyelle-voyelle, ce serait 0,43 fois 0,43, donc environ 18%. Mais en comptant vraiment dans Pouchkine, il n'a trouvé que 6%. Ah oui, quand même. Une sacrée différence. Exactement. La preuve était faite. Les lettres dans une langue ne sont pas indépendantes. Une voyelle a moins de chances d'être suivie par une autre voyelle, etc. La lettre suivante dépend de la lettre actuelle. C'est logique, finalement. C'est logique. Et c'est à partir de là que Markov a construit son outil. Il a imaginé un système tout simple, avec juste deux états, voyelle ou consonne. Puis,
Il a calculé les probabilités de passer d'un état à l'autre en se basant sur les fréquences qu'il venait de mesurer dans le texte. Par exemple, la proba de passer de voyelle à consonne, de consonne à voyelle. C'est ça. Et ça, c'était la toute première chaîne de Markov, un modèle qui décrit les transitions entre des états, avec des probabilités qui dépendent uniquement de l'état actuel. Pas de mémoire du passé lointain. D'accord. Et ensuite, il a simulé ce système. Oui. Il a fait tourner sa machine, il a démarré avec une lettre au hasard, puis il a utilisé ses probabilités de transition pour choisir la lettre suivante, et ainsi de suite, sur une longue séquence artificielle. Et le résultat? Alors, le résultat, c'était la clé. Même avec ce système où chaque étape dépendait clairement de la précédente, après un grand nombre de simulations, la proportion de voyelles et de consonnes dans sa séquence artificielle tendait vers 43% et 57%. Exactement comme dans le vrai texte de Pouchkine. Exactement. Il venait de montrer que la convergence statistique pouvait très bien apparaître même dans un système dépendant. Et du coup, l'argument de Nekrasov sur le libre arbitre? Il s'effondrait. Observer la convergence dans les stades sociales ne prouve rien sur l'indépendance des choix, et donc rien sur le libre arbitre. Markov a même glissé une petite phrase acide dans sa publication. Ainsi, le libre arbitre n'est pas nécessaire pour faire des probabilités. Ah oui, la petite pique. Une belle pique, oui. Mais curieusement, cette découverte, elle n'a pas eu un grand écho tout de suite. Markov lui-même semblait plus intéressé par l'élégance mathématique que par les applications. Il disait s'intéresser uniquement aux questions d'analyse pure. Il était loin d'imaginer la suite. Très loin, oui. Parce que son idée, elle va ressurgir des décennies plus tard, et dans des contextes radicalement différents. Le premier gros contexte, c'est la physique nucléaire après la Seconde Guerre mondiale. Le projet Manhattan. Oui, les scientifiques essayaient désespérément de comprendre comment les neutrons bougeaient dans une masse d'uranium-235, pour calculer la fameuse masse critique, la quantité minimale pour que la réaction en chaîne démarre et explose. Et là, il y a un mathématicien polonais, Stanisław Ulam. Oui. Et il s'est posé une question simple en apparence, c'est quoi la probabilité de gagner une partie? Sauf que le calcul exact est impossible. Le nombre de mélanges de cartes possibles, c'est 52 factoriel, c'est astronomique. Un 8 suivi de 67 zéros, quoi. Incalculable. Voilà. Et c'est là qu'il a eu l'idée. Et si, au lieu de calculer, on simulait? On joue des centaines de parties virtuellement et on compte combien on en gagne. Ça donne une bonne estimation statistique. Ah, malin. Très malin. Et de retour à la Salamos, il propose ça pour le problème des neutrons. Parce que suivre un neutron dans l'uranium, c'est aussi incroyablement complexe. Et là, John von Neumann intervient. Oui, von Neumann, un autre monstre sacré des maths et de l'informatique. Il voit tout de suite l'intérêt de l'idée du lame, mais il pointe une différence cruciale. Les parties de solitaire simulées, elles sont indépendantes. Mais le chemin d'un neutron, lui, il n'est pas indépendant de ce qui lui arrivait juste avant. Sa vitesse, sa direction, ça dépend de sa collision précédente. Ah oui, c'est un processus dépendant. C'est ça. Et là, tilt chez von Neumann, il faut utiliser l'outil de Markov. Ils ont modélisé le parcours d'un neutron comme une chaîne de Markov. Exactement. L'état, ça pouvait être sa position, sa vitesse, sa direction. Et les transitions, soit il continue, soit il tape en noyau d'uranium. Et s'il tape, il peut être absorbé, ou s'échapper, ou provoquer une fission. Et là, ça libère 2 ou 3 nouveaux neutrons qui démarrent leur propre chaîne. Et les probabilités de ces transitions, elles dépendaient de l'état du neutron, son énergie, etc. Tout à fait. Et ils ont utilisé un des premiers ordinateurs, l'ENIAC, pour simuler des milliers de ces trajectoires de neutrons, aléatoires, mais dépendantes. Pour chaque simulation, ils calculaient un facteur de multiplication, K. En moyenne, combien de nouveaux neutrons un neutron initial produit. Et en faisant la moyenne de K sur plein de simulations, ils obtenaient une estimation. Si K était plus petit que 1, la réaction s'arrêtait toute seule. S'il était plus grand que 1, ça divergeait. C'était l'explosion. C'était une façon géniale de contourner des équations physiques hyper complexes par une approche statistique massive. Et c'est ça, la méthode Monte-Carlo. Oui. Ulam l'a baptisée comme ça en référence au casino et à un oncle joueur, paraît-il. Et cette méthode, elle a eu du succès après. Un succès fou. D'abord pour concevoir les réacteurs nucléaires civils, et puis ça a essaimé partout en sciences. Dès qu'on a des systèmes trop complexes pour les équations classiques, on pense Monte-Carlo. L'idée clé, simuler des chemins aléatoires dépendants pour comprendre le comportement global. C'est incroyable comme idée. Simuler des chemins aléatoires. Et ça va ressurgir encore, cette idée,
quelques décennies plus tard, avec un autre truc énorme, le web. Ah oui, le World Wide Web, milieu des années 90. Ça explose, mais trouver l'info pertinente, c'était compliqué. Les premiers moteurs, Lycos, Excite, même Yahoo au début. Ils se contentaient souvent de compter les mots-clés sur une page. Combien de fois le mot voiture apparaît? Un système un peu naïf et facile à manipuler, non? Très facile. Il suffisait d'écrire voiture, voiture, voiture des centaines de fois en blanc sur fond blanc, et hop, votre page remontait. Il manquait clairement une mesure de qualité, d'autorité. On raconte même que Masayoshi Son a investi une fortune dans Yahoo en pensant que la bataille se gagnerait sur le marketing, pas sur la technologie de recherche elle-même. C'est dire. Et face à ce problème, 2 doctorants à Stanford, Larry Page et Sergey Brin, ont eu une intuition géniale. Inspirée, dit-on, des citations scientifiques ou même des fiches d'emprunt en bibliothèque. C'est-à-dire? Un article très cité ou un livre très emprunté. C'est probablement un article ou un livre important, de qualité. D'accord. Et sur le web, l'équivalent des citations? Ce sont les liens hypertextes. Un lien d'une page A vers une page B, c'est comme un vote de A pour B. Plus une page reçoit de liens entrants, de votes, plus elle est importante. Mais avec une nuance, j'imagine. Oui, nuance cruciale. Tous les votes n'ont pas le même poids. Un lien qui vient d'une page déjà très importante, qui a elle-même beaucoup de votes, compte plus. Et inversement, si une page A fait 1000 liens sortants, le poids de chaque vote est dilué. D'accord, c'est logique. Mais comment calculer de l'importance de chaque page dans cet immense réseau de liens? Ça a l'air hyper complexe. Et c'est là que, roulement de tambour, les chaînes de Markov reviennent. Ils ont imaginé le web comme une gigantesque chaîne de Markov. Chaque page web est un état. Et les liens hypertextes, ce sont les transitions possibles entre ces états. Ok, je vois le parallèle. Et pour trouver les pages les plus importantes, Ils ont inventé l'idée du surfeur aléatoire. Imaginez quelqu'un qui démarre sur une page au hasard et qui clique sur un lien au hasard sur cette page, puis sur un lien au hasard sur la page suivante, etc. Il surfe comme ça sans but. une sorte de flâneur du web. C'est ça. Et l'idée de Page et Brin, c'est que les pages sur lesquelles ce surfeur aléatoire passerait le plus de temps, à long terme, ce sont probablement les pages les plus centrales, les mieux connectées, donc les plus importantes. Ah, c'est malin. Mathématiquement, ça revient à chercher quoi? Ça revient à trouver la distribution stationnaire de cette énorme chaîne de Markov. Les pages qui ont la plus haute probabilité d'être visitées à long terme par ce surfeur, ce sont elles qui ont le meilleur score. Et ils ont appelé cet algorithme PageRank. PageRank, jeu de mots entre le classement, rank, et le nom de Larry Page. Exactement. Mais il y avait un petit souci, non? Si le surfeur tombe sur une page sans lien sortant, ou un cul-de-sac. Oui, il pouvait rester bloqué, ou coincé dans un petit groupe de pages qui se renvoient les unes aux autres. Pour éviter ça, ils ont introduit le facteur d'amortissement, le damping factor. C'est-à-dire? L'idée est simple. La plupart du temps, disons 85% du temps, le surfeur suit un lien normalement. Mais de temps en temps, les 15% restants, hop, il se téléporte au hasard sur n'importe quelle autre page du web. Ah d'accord. Ça permet de ne jamais rester coincé. Voilà, ça garantit que toutes les pages ont une chance d'être visitées à long terme. Et ça rend aussi plus difficile de tricher en créant juste des réseaux de pages qui s'autocitent. Et le résultat a été? Spectaculaire. Les résultats de leur moteur de recherche, qu'ils ont vite appelé Google, d'après Google, le chiffre 1 suivi de 100 zéros, pour l'immensité du web, étaient bien meilleurs que ceux des concurrents. Et la qualité a fini par payer. Encore une chaîne de Markov au cœur d'une révolution technologique. Et le lien avec l'idée initiale de Markov sur le texte, sur Eugène Onegin, il est encore plus direct dans une autre application majeure aujourd'hui, les modèles de langage. Oui, la suggestion de texte sur nos claviers, les grands modèles comme ChatGPT. Exactement. L'idée de prédire la suite d'une séquence en se basant sur ce qui précède. Ça remonte aussi aux travaux de Claude Shannon, le père de la théorie de l'information, dans les années 40. Ah oui, Shannon, ouais. Il avait repris l'analyse de Markov, mais en allant plus loin. Prédire la lettre suivante en fonction des 2 précédentes, puis carrément le mot suivant en fonction des mots d'avant. Et il avait déjà vu que plus on prend de contexte, Meilleure est la prédiction. Plus ça ressemble à du vrai langage, même si ça restait souvent un peu bancal au niveau du sens. et les modèles de langage modernes, les LLM, ils poussent ça à l'extrême. À une échelle gigantesque, oui. Fondamentalement, ils fonctionnent comme des chaînes de Markov hyper complexes. Les états sont des tokens, Des tokens. c'est-à-dire des mots. Ça peut être des mots entiers, oui, mais aussi des morceaux de mots, des signes de ponctuation. Ce sont les unités de base que le modèle manipule. Et le modèle apprend les probabilités de transition.
Si j'ai cette séquence de tokens, quelle est la probabilité que le token suivant soit chat, manger ou un point-virgule? Mais il y a une différence clé avec les chaînes de Markov simples, non? La mémoire. Oui, c'est le gros ajout. Le mécanisme d'attention. Une chaîne de Markov classique, elle est sans mémoire. La proba de la suite ne dépend que de l'état actuel. Les LLM modernes, grâce à l'attention, peuvent évaluer l'importance de différents tokens dans le contexte passé, même s'ils sont loin. Ah d'accord. Si le texte parle de cellules sanguines et de mitochondries, le modèle sait que le prochain mot « cellule » fait référence à la biologie, pas à une cellule de prison, même si le mot « prison » est apparu 100 mois avant. Il fait attention au contexte pertinent. Fascinant. Mais on entend aussi parler de risques, comme l'effondrement du modèle, le modèle collapse. C'est quoi ce truc? Mais c'est une préoccupation qui monte. De plus en plus de textes sur Internet sont générés par des IA. Si on entraîne les futures IA principalement sur ces données synthétiques, créées par d'autres IA, Elle risque de tourner en rond, Zach. voilà. Il y a un risque qu'elles perdent en diversité, qu'elles amplifient les biais des modèles précédents et qu'elles finissent par converger vers des trucs de plus en plus répétitifs, appauvris. C'est un peu l'analogie de la photocopie de photocopie. Une sorte de boucle de rétroaction qui tourne mal. Exactement. Et ces systèmes, avec de fortes boucles de rétroaction, où la sortie d'aujourd'hui influence l'entrée de demain, c'est justement là où les chaînes de Markov simples, avec leur fameuse absence de mémoire, montrent leurs limites. Le climat, c'est un autre exemple, vous disiez. Oui, le réchauffement augmente la vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, donc ça augmente encore le réchauffement. Modéliser fidèlement ces dynamiques complexes, avec des effets de mémoire longue et des rétroactions, ça reste un défi. Et pourtant, cette absence de mémoire, le fait qu'on regarde juste l'état présent pour prédire le suivant, c'est peut-être ça la clé de la puissance des chaînes de Markov dans tous les autres exemples qu'on a vus. C'est tout à fait ça. C'est une simplification radicale, mais qui s'avère incroyablement efficace dans beaucoup de cas. Pour modéliser des neutrons, le web, la langue, le fait de pouvoir se concentrer sur les transitions locales, état par état, en ignorant l'histoire lointaine ou en l'intégrant différemment, comme avec l'attention, ça rend le problème calculable. Comme le dit la source, souvent le défi c'est de concocter la chaîne de Markov appropriée au problème. Et ça nous ramène à notre toute première question, le mélange des cartes. Alors, cette histoire de 7 mélanges, c'est vrai? Ah oui, ça vient aussi d'une analyse par chaîne de Markov. Chaque ordre possible des 52 cartes est un état. Et un mélange, c'est une transition. Et alors, le verdict? Eh bien, ça dépend du mélange. Pour le mélange dit américain, le riffle shuffle, où on coupe en deux et on entrelace, eh bien oui, l'analyse montre qu'il suffit de le faire environ 7 fois pour que tous les ordres possibles soient à peu près aussi probables. Le jeu est alors considéré comme aléatoire. Seulement 7 fois. C'est fou, j'aurais dit beaucoup plus. C'est très contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais attention, si on fait le mélange à la française, le overhand shuffle, où on passe des petits paquets d'une main à l'autre, Ah oui, celui-là. alors là, c'est une autre histoire. Il faudrait le faire plus de 2000 fois pour arriver au même niveau de hasard. Plus de 2000. D'accord, là je comprends mieux pourquoi on a l'impression que ça prend du temps à bien mélanger. C'est une illustration parfaite de comment ces maths donnent des réponses précises et parfois surprenantes. Tout à fait. Le parcours est assez incroyable quand on y pense. On part d'une dispute presque philosophique sur le libre arbitre entre deux mathématiciens russes au début du XXe. Et on arrive à des outils qui ont été cruciaux pour l'énergie nucléaire, qui sont au cœur d'Internet via Google, et qui animent aujourd'hui l'IA générative qui est en train de tout changer. La force de cette idée, c'est vraiment sa capacité à modéliser des systèmes où les choses dépendent les unes des autres, mais en simplifiant intelligemment, en se concentrant sur l'état présent pour prédire l'état suivant. Oui, pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être l'occasion de voir comment une idée mathématique abstraite, née d'une querelle un peu oubliée, elle infuse des technologies qu'on utilise tous les jours. Et elle nous donne aussi un outil pour penser la complexité de certains systèmes autour de nous. Et pour finir, peut-être une question qui reste ouverte. On a parlé des limites des chaînes de Markov simples pour les systèmes avec de fortes rétroactions, comme le climat, ou peut-être les IA qui apprennent sur elles-mêmes. Oui, ça nous amène à nous interroger, où est-ce que cette simplification géniale atteint ses limites ? Quel type de dépendance complexe, d'effets de mémoire longue, de boucles de rétroaction nous échappe encore, ou demande des outils encore plus sophistiqués? C'est sans doute une des prochaines frontières à explorer pour mieux comprendre et anticiper ces systèmes interdépendants qui façonnent de plus en plus notre monde. Exactement. Une question pour la suite ?